sommes aujourd'hui samedi 10 octobre. C'est aussi le deuxième jour de la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Les candidats à l'élection présidentielle sont depuis hier sur le terrain pour rencontrer les électeurs. Les assemblées annuelles FMI Banque mondiale se tiennent à Lima au Pérou. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan participe à ces assises qui ont débuté aujourd'hui. Au centre des réflexions, plusieurs sujets, notamment la lutte contre la pauvreté. Le ministre de l'Agriculture relance le secteur agricole à l'Ouest avec deux projets. Il s'agit du projet de production et de transformation du soja. Ces projets vont coûter plus de 40 milliards de francs CFA. La marche pour la paix, tous nos drames en Turquie. Une double explosion a frappé Ankara, la capitale, ce matin. 97 personnes ont péri, plus de 180 autres ont été blessées. Bonsoir à tous, bienvenue dans 20h sur RTI 1. Ajouté au sommaire de cette édition, la page culture. Notre invité est Alain Taï, écrivain ivoirien, dramaturge, metteur en scène et poète. Il vient de publier son troisième ouvrage intitulé Gonzigei, un roman dédié à la jeunesse. L'histoire relate la vie d'un petit caïd du ghetto qui s'est forgé pour survivre dans un milieu rude. Cette histoire émouvante de Gonzigei, nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité. Mais tout d'abord, direction le Pérou, où se tiennent les assemblées annuelles FMI Banque mondiale. Le Premier ministre ivoirien participe aux travaux ouverts ce samedi. Les réflexions portent sur plusieurs sujets, notamment la lutte contre la pauvreté et le développement économique. Hugues Aveblé est notre envoyé spécial au Pérou. Lima, la capitale péruvienne, est la première ville d'Amérique latine à accueillir les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale depuis 1967. Une fois le constat des incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale fait, le président péruvien Ollanta Humala, le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim et la directrice générale du FMI Christine Lagarde ont chacun invité leurs hôtes à ensemble faire face aux grands défis et contraintes qu'impose le ralentissement de l'économie mondiale. 3,1% en 2015 contre 3,4% en 2014, c'est le taux de croissance mondiale révélé par la directrice générale du FMI. Face à ce rythme bien plus faible que ce qui est nécessaire pour faire reculer sensiblement le chômage et la pauvreté, Christine Lagarde invite avec Jim Yong Kim les dirigeants du monde à faire tout leur possible pour que chaque personne sur cette terre ait une vie plus digne, plus saine et plus prospère. La délégation ivoirienne à ces assises était conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous sommes d'abord heureux d'être ici à Lima, au Pérou. Voilà un pays qui a eu un moment donné des difficultés, qui a fait des réformes importantes et qui voit les choses bouger positivement. Et je pense que les exemples qu'on nous a montrés d'un jeune homme qui était atteint par la tuberculose et qui a vu sa situation s'améliorer, lorsque le président Jim King, en tant que docteur, l'avait vu en son temps, et le voit maintenant, je crois que c'est un exemple extraordinaire, qu'il faut lutter pour les pauvres et ne pas se dire qu'ils sont condamnés à mort. Vous avez vu le monsieur comme il était et maintenant. Ça veut dire que si nos pays font des politiques de réforme, des politiques, pas seulement de développement économique, mais aussi de développement inclusif, de croissance inclusive, ça peut changer la donne. Responsable d'horizons divers à délégation des pays membres du FMI et de la Banque mondiale, représentant des milliers d'affaires privées, de la communauté bancaire et des ONG et autres invités ont répondu par milliers au rendez-vous de Lima. L'occasion pour le FMI et la Banque mondiale de partager leur évaluation des développements récents, des perspectives de l'économie mondiale et présenter les priorités de leurs activités. Ici, en Côte d'Ivoire, l'association des qualiticiens diplômés fait la promotion de la qualité. L'association vient d'organiser un colloque des métiers de la qualité. Le but, instaurer une culture de la qualité pour des entreprises plus compétitives en Côte d'Ivoire. Les explications avec Michel Digré. Quel manager de qualité pour la compétitivité de l'économie ivoirienne? C'est la question à laquelle les experts qualiticiens ont essayé
de répondre au cours de ces 3 jours de colloque. La formation des managers qualiticiens est faite pour les chefs d'entreprise, c'est eux qui utilisent des qualiticiens. Et donc nous avons estimé qu'il était opportun, 10 ans, 15 ans passés après le métier de la qualité, de voir quels sont les aménagements, quels sont les mécanismes, la restructuration qu'il faut faire pour permettre qu'on ait un type de qualiticien qui puisse être adapté aux nouvelles problématiques des questions des chefs d'entreprise. Et pour définir les enjeux de la qualité, c'est un chef d'entreprise, Kamara Loukiman, directeur général de la SICOGI, qui a prononcé la conférence inaugurale. La qualité n'est pas seulement une affaire de processus ou d'experts. Elle dérive, à mon sens, de la culture des peuples. C'est une question d'éthique et elle doit être promue comme un indicateur de bonne gouvernance. Une entreprise, comme on l'a indiqué, qui ne fait pas la qualité, elle est appelée à disparaître. Et comme nous voulons que les entreprises ivoiriennes soient des entreprises fortes et qu'elles aillent au-delà de nos frontières, au-delà de la région Afrique de l'Ouest et dans le monde, nous exhortons toutes les entreprises à travailler dans ce sens-là. Le colloque des métiers de la qualité est à sa première édition. C'est une trouvaille de l'Association des qualiticiens diplômés de Côte d'Ivoire. Cette plateforme de rencontre sur la qualité vient en renfort des journées nationales de la qualité initiées par l'AQDCI depuis 2010 pour faire la promotion de la qualité dans les entreprises en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture relance le secteur agricole à l'Ouest avec 2 projets. Il s'agit du projet de production et de transformation du soja. Ces projets vont coûter plus de 40 milliards de francs CFA et générer des milliers d'emplois directs, nous explique Eve Boué. Une enveloppe de 16 milliards de francs CFA pour relancer la production et la transformation du soja. Le projet soja avait fait les beaux jours dans la région du Bafing au début des années 90, mais il est interrompu du fait des longues années de crise. Aujourd'hui donc, sur cette place publique de Touba, toutes les parties prenantes sont rassemblées pour sa relance. Près de 120 000 exploitants annoncés, des milliers d'emplois directs en perspective. Nous sommes là pour présenter le projet aux populations dans ses grandes composantes et leur annoncer qu'en janvier, le projet va démarrer concrètement sur le terrain par l'installation des exploitants pour leur permettre de produire du soja qui sera ensuite collecté et commercialisé. En attendant donc l'installation des premiers producteurs en janvier 2016, population, élus et cadres expriment leurs sentiments. Quand le soja était ici, Touba vivait. Et aujourd'hui, sans le soja, Touba a changé. Des grands groupes industriels mondiaux qui sont dans le domaine de la mayonnaise, dans le domaine de la production de l'aliment de bétail, vont accompagner ces projets. Il y aura une transformation de premier niveau qui se fera sur place ici à Touba, qui vont créer donc d'autres emplois directs dans notre région. Donc nous ne pouvons qu'être des cadres heureux. En plus du projet soja, le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, Propacom Ouest, est aussi lancé le même jour. Le Propacom Ouest, qui est d'une valeur de près de 30 milliards de francs CFA, dont presque 23 proviennent du FIDA, et qui est d'une durée de près de 6 ans, va cibler à peu près 30 000 ménages, qui constituent 210 000 bénéficiaires. On peut donc le dire, le lancement conjoint de ces 2 projets d'envergure va redynamiser l'agriculture dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Une redynamisation qui passe aussi par la formation. L'école de formation agricole de Ferentella est donc visitée. Les femmes productrices de cacao à Kodia, dans la région de San Pedro, créent une savonnerie pour lutter contre la pauvreté. Cette savonnerie, inaugurée en présence des autorités politiques et administratives de la région, est créée à base de cacao. On en sait plus avec Thérèse Tapeyoboué. La transformation des matières premières en produits finis est devenue une réalité à Kodia, dans la sous-préfecture de Médan, située à 45 km de Sassandra. En effet, l'Union des femmes des producteurs de cacao de la société coopérative de cette localité vient d'initier un projet dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Une fabrique de savon et de potasse à base de cacao. C'est une trouvaille des étudiants de l'université de Korogo. La savonnerie vient d'être inaugurée en présence des acteurs de la filière café-cacao. Actuellement, nous, on s'est mis en groupe. Nous, on fait du savon, on produit du savon.
Donc vraiment, dans ces jours-là, je suis en joie de dépasser le degré de joie là même. Puisque la pauvreté, là, je l'ai chassée loin. La famille est riche et la religion aussi est riche. Une convention a été signée entre l'Université de Korogo et l'Union des femmes des producteurs de cacao de la société coopérative de Kodia. Cette convention va permettre aux étudiants de Korogo d'effectuer des stages dans cette unité, permettre aux enseignants de faire des recherches de développement et d'aider ainsi à la promotion et à l'autonomisation de la femme de la filière café-cacao. Cette savonnerie a été financée par un chocolatier italien avec l'appui de l'Union des coopératives agricoles de San Pedro à hauteur de 15 millions de francs CFA. La route a encore tué. Un accident de circulation a eu lieu ce soir même sur l'autoroute de Bassam. On dénombre 1 mort et 14 blessés graves selon les forces de l'ordre. À l'origine de cet accident, une crevaison de pneus arrière gauche du minicar, communément appelé Gbaka. Il se rendait à Bonois. Les blessés ont tous été évacués à Bassam et Abidjan pour leur prise en charge rapide. Le maire d'Aboasso, Mamadou Kano, et son conseil municipal ont organisé hier une prière qui a réuni chrétiens et musulmans. Ils ont prié pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, nous dit Mamadou Kwasi. Musulmans et chrétiens réunis en un seul lieu pour une même cause. Prier pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire et surtout faciliter cette période de campagne électorale. Prendre part à ces élections, c'est un devoir des citoyens, comme le souligne la parole de Dieu. Mais il faut aller avec la paix et la tranquillité. C'est aussi pour l'occasion d'inviter nos autorités à faire main et pieds pour qu'entre eux-mêmes il y ait cet amour-là dans leurs propos. Tous ceux qui doivent aller aux élections, de se référer un peu à leur prophète qui a toujours prôné la paix entre le musulman et son frère musulman, entre le musulman et le non-musulman, entre toute la communauté qui vit sur cette même terre. Le maire de la ville d'Aboasso, en initiant ses prières œcuméniques, va apporter notre spiritualisation du pays de cohésion déjà entamée. Nous avons pris l'initiative d'instaurer et d'institutionnaliser cette prière-là, œcuménique. C'est ainsi que l'année dernière nous l'avons fait. Et cette année, nous avons encore rempilé pour que les élections 2015, que nous n'assistons pas, ce qui s'est passé en 2010. Musulmans et chrétiens catholiques, protestants, aristes, célestes, évangéliques, bref, tous ces acteurs religieux ont tour à tour prié, sollicité l'assistance du Tout-Puissant jusqu'au petit matin. Car pour ces hommes de Dieu, peu importe le verdict des unes, seule la paix et la cohésion pourront contribuer au développement de la nation ivoirienne. Lancée le 4 août dernier, l'opération d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale se poursuit. Du 3 au 8 octobre, le programme national de cohésion sociale qui pilote l'opération était dans le Grand Ouest. Au total, 400 victimes et ayants droit ont reçu réparation. Les détails avec Sylvie Touré. 1 million de francs CFA par ayant droit et par personne décédée et 150 000 francs, puis un bon de prise en charge médicale et psychologique jusqu'à la guérison totale par blessé. L'indemnisation des victimes de la crise post-électorale se poursuit. Du 3 au 8 octobre dernier, 400 personnes enregistrées dans la région des montagnes ont reçu leur chèque et leur bon de prise en charge. La directrice générale du PNCS, Programme national de cohésion sociale, le professeur Marietou Koné, a profité de l'occasion pour demander aux victimes qui traînent encore les pas de se faire enrôler. La liste est déjà produite pour cette première phase. Pour le reste, c'est tous ceux qui devront s'inscrire, qui vont recevoir réparation. Donc faites en sorte que vous soyez inscrits sur les listes de la CONARI. Je voudrais également ajouter que c'est un processus qui est totalement gratuit. Dans les 9 localités visitées, les rencontres ont été l'occasion d'échanges avec les populations de cette région qui ont payé un lourd tribut à la guerre. Quant aux victimes, elles ont souhaité que plus jamais pareille crise ne se répète. Bien vrai que nous avons perdu des biens, des personnes, vraiment, on pense qu'on doit tout oublier pour aller de l'avant puisque les palabres met le pays en retard. La guerre qui est passée avant, là, nous on ne fait pas ça cette année-là. Balle a cassé mon pied. Où je suis là, je fatigue. Des fois je tombe malade. Là, cette année-là, on veut la paix. Une campagne dénommée « Élection, c'est pas la guerre » a été également lancée par le PNCS.
Le professeur Marié Toukoné a demandé aux populations de refuser les appels à la violence. Les gens qui viennent vous demander, il faut barrer les routes, il faut casser les maisons, il faut faire ceci. Au premier coup de fusil, ces personnes-là disparaissent. Disparaissent pour se mettre à l'abri. Et c'est vous qu'on instrumentalise, surtout les jeunes. Les femmes, c'est vos enfants qu'on tue. Donc pour les élections qui viennent, ne vous laissez pas manipuler. Un message qui a eu l'adhésion des populations avec à leur tête les chefs traditionnels et religieux qui se sont engagés à promouvoir la paix et la tolérance à l'occasion de ce scrutin. Après l'Ouest, l'opération d'indemnisation des victimes va se poursuivre dans les autres régions, a promis la directrice générale du PNCS qui entend soulager dans un bref délai les 4500 personnes recensées dans la phase 1 lancée le 4 août dernier. Nous sommes aujourd'hui samedi 10 octobre. C'est aussi le deuxième jour de la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Les candidats à l'élection présidentielle sont depuis hier sur le terrain pour rencontrer les électeurs, leur présenter leur programme et tenter d'arracher leur voix le jour du scrutin le 25 octobre. Mais avant de voir les différents meetings, voyons ce communiqué de la ACA. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle informe que dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne pour l'élection du président de la République du 25 octobre 2015, aucun prêt à diffuser des candidats. Bani Konan Charles, Mamadou Koulibaly, Kouadio Konan Bertin, Kwangwa Jacqueline Claire, Bangbo Kako ne lui est parvenu ce jour pour diffusion par la RTI. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle rappelle que l'espace consacré à la diffusion de ces PAD reste ouvert conformément à la programmation transmise aux candidats et publiée par voie de presse, fait à Abidjan le 10 octobre 2015, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Kwangwa Jacqueline Claire, candidate indépendante à l'élection présidentielle d'octobre 2015, a débuté sa campagne hier à Daloa. Devant les électeurs, elle a présenté son programme, nous dit Sidonie Davila. Femme entreprenante et candidate indépendante, Kwangwa Jacqueline Claire est l'une des femmes retenues dans le cercle restreint des femmes éligibles à la présidentielle de 2015. Pour le lancement de sa campagne, elle a choisi la ville de Daloa, dans la cité des Antilopes, pour déballer sa stratégie de campagne. Un programme dans lequel la femme a une place de choix. Ma vision en Côte d'Ivoire est sur 4 chapitres. La santé, l'éducation, l'agriculture et puis le social. Au niveau de la santé, nous voudrions que les femmes enceintes et les enfants qui ont 10 ans soient pris en charge gratuitement. Nous allons mettre un système de suivi pour que les femmes puissent être très heureuses dans ce sens. Donc de 0 à 10 ans, les enfants seront pris en charge. Au niveau de la jeunesse, vous savez, aujourd'hui, la plupart n'ont pas du travail. Nous allons recenser toutes les grandes sociétés et ingérer tous ces jeunes qui ont besoin du travail. Il faut donner la valeur à l'étudiant. Au niveau de l'agriculture, la gestion que nous allons avoir, nous allons arriver à payer les planteurs. Et quand le planteur, chaque fin du mois, selon sa superficie, a au moins 200 ou 300 000 francs par mois, il n'aura pas de difficulté pour aller mettre son enfant à l'école. Une vision qu'elle partage avec la population venue de Daloa et des environs, lui témoignait son soutien. Pour cette femme de valeur et de courage, comme la qualifient ses pairs, Kwangwa Jacqueline Claire se définit comme la candidate de la Renaissance qui prône une Côte d'Ivoire claire, comme Kwangwa Claire dans la gouvernance. Aujourd'hui, deuxième jour de la campagne présidentielle, la candidate Kwangwa Claire s'est rendue dans la région des montagnes, précisément à Man, où elle a donné les raisons de sa candidature. On retrouve Sidonie Davila. Man,
Chef-lieu de la région du Tongpi, deuxième étape de la campagne de Kwangwa Jacqueline Claire. En tant que fille de la région, l'indépendante a décidé de rencontrer ses parents pour recevoir d'eux soutien et bénédiction pour la suite de son périple qui a débuté depuis hier. La rencontre avec ses parents est pour elle un pas important. Nous sommes rencontrés le peuple d'An qui regorge un peu près de 4 départements, c'est-à-dire Biancouma, Sipilou, Man et puis Logwale, etc. Elle dit qu'il me fasse confiance et que si j'ai été choisie parmi les 10 candidats, c'est que Dieu même a fait son travail. Je vais leur rendre sincèrement la vie sociale normale, tout ce qu'ils veulent. Je connais leurs problèmes, c'est chez moi, je connais. Je n'ai pas besoin de leur redire, je sais ce que je dois faire pour mes parents. Mon ambition, c'est sa victoire. À ses parents, mais également à toutes les autres communautés vivant dans cette région mobilisées ce jour. Elle leur a adressé un message dans lequel l'accent est mis sur la cohésion sociale. Le plus important, c'est la cohésion sociale, la paix en Côte d'Ivoire. Parce que sans la paix, on ne peut pas aller aux élections. Alors, il faut qu'il y ait cette paix. Et nous allons faire tout pour la CEDEAO. C'est une région qui a été quand même touchée par la guerre. Et aujourd'hui, les gens se régalent pratiquement à champ de faïence. Et Dieu merci, le fait que je sois dans cette campagne, ils n'ont plus de soucis. Ils savent qu'ils vont aux élections. Croix de bois, croix de fer, ces hommes et ces femmes autour de la candidate de la Renaissance, Kwangwa Jacqueline Claire, ont tous juré de l'aider pour l'atteinte de son objectif. Accéder à la magistrature suprême au soir du 25 octobre 2015. Une victoire qu'elle pourrait savourer avec son premier soutien, son époux, et qui ferait de lui le premier homme de la Côte d'Ivoire. Le candidat Kwadio Konan Bertin s'engage pour des élections apaisées à la présidentielle d'octobre. Il a posé sa signature sur le ballon foot élection en Jassoukro. Il était pour vous. L'honorable Kwadio Konan Bertin est le premier candidat à signer le ballon foot élection. Le faisant, KKB s'engage pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Foot Élection est une initiative de l'ancien footballeur international Abdoulaye Traoré. Le vainqueur de la CAN Sénégal 92 avec les éléphants invite par cette signature les partis politiques et les candidats à imiter le football. Le fair-play doit prévaloir de sorte qu'au bout du processus électoral, la victoire du candidat élu soit acceptée par tous. Pour KKB, Abdoulaye Traoré est un modèle pour une jeunesse ivoirienne en manque de repères. Abdoulaye représente en réalité, en effet, beaucoup. Par votre talent, votre football, vous avez ici la Côte d'Ivoire au rang des grands pays. Et c'est encore vous qui quittez les stades pour venir nous sensibiliser sur la nécessité d'aller à la paix pour permettre à l'Ivoirien de s'épanouir. C'est tout à votre honneur. Mais ici, ça fait une chose. Vous avez affaire au petit-fils d'Oufouet, homme de paix. Nous devons les ramener dans les stades, ces Ivoiriens-là, en leur redonnant goût à la vie, tout simplement. Et je me félicite, et je vous félicite, d'avoir choisi d'y participer. De cette façon-là, on ne peut que vous encourager. C'est pour ça que je vais signer. Cette signature du ballon foot élection a été l'occasion pour le député de Port-Boué, Kwadio Konan Bertin, de donner sa vision sur le développement du sport en Côte d'Ivoire. Ben Badi, l'ancien buteur de l'ASEC Mimosa et des éléphants de Côte d'Ivoire, s'est dit déterminé à aller vers tous les candidats et les partis politiques pour faire signer son ballon. La campagne électorale d'Afinguessan a été lancée officiellement aujourd'hui dans la région du Gor. Le candidat du FPI a animé un meeting à la place Laurent Gbagbo de Gagnoa. Voyons cela avec Gabriel Zani. Le lancement officiel de la campagne électorale de Pascal Afinguessan à Gagnoa, terre natale de Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien, a tout du symbole. C'est à Gagnoa que le combat de Laurent Gbagbo a commencé et c'est à Gagnoa que la bataille pour la reconquête du pouvoir doit débuter, a dit Pascal Afinguessan. Démonstration de son attachement à l'ancien président ivoirien et surtout fidélité à tout ce qui fait le parti frontiste. Pour ce meeting de lancement, le programme de gouvernement d'Afinguessan se décline en 15 engagements dont le premier acte est la réconciliation nationale.
Nous avons aujourd'hui besoin de paix. La crise a provoqué une large fracture sociale. La première aspiration de nos compatriotes aujourd'hui, c'est l'aspiration à la réconciliation, à l'unité nationale. Parce que les Ivoiriens sont divisés. Or, un peuple divisé est mal préparé à affronter les défis du moment. Il faut que nous soyons unis par des valeurs communes, que nous soyons attachés à un bien commun, qui est notre pays. Et que quand les intérêts de notre pays sont en jeu, que nous oublions notre diversité, nos différences, pour nous rassembler autour de notre pays. La refondation de l'État qui passe par la reformation de la Constitution et des institutions de la République, la bonne gouvernance, la réforme de la justice, de la sécurité et de l'emploi est l'un des grands axes de son programme de société. Mais manifestement rassembleur, le président du FPI semble presque chez lui dans la région du Gao. En sillonnant Guiberois, Ouragayo, Bayota et Mama, Afin N'Guessan montre à tous qu'il n'a pas l'intention de détrôner Laurent Gbagbo. Persuadé de sa victoire, le candidat du changement va prendre ses quartiers à Diokoué. Et pour ce deuxième jour de campagne, le candidat indépendant Konan Kouadio Siméon est resté à Abidjan. Il a accordé des audiences et vérifié l'affichage autour de son quartier général au plateau. Thomas Gessambi. Deuxième jour de campagne électorale. Konan Kouadio Siméon procède toujours par de petites touches, mais sans doute des ingrédients d'une victoire dont il reste sûr. Et avec lui, ses compagnons. Vérifier l'état des affichages, surtout sur le périmètre de son quartier général. Une des tâches qu'il se donne en cet après-midi. Tout se passe dans la meilleure des ambiances. Avec quelques voisins du quartier. Des salutations fraternelles, des invitations et des encouragements. Siméon veut être le candidat des citoyens de toutes conditions. Et il est resté convaincu qu'il est le cheval sur lequel il faut miser. Les Ivoiriens devraient voter pour KKS parce que quand je fais un petit sondage, les Ivoiriens disent tous une chose. Nous sommes fatigués de cette longue crise. Nous sommes fatigués de la guerre. Nous sommes fatigués de la guerre entre les leaders politiques. J'arrive pour rassembler les Ivoiriens de tous bords, les Ivoiriens de toutes conditions. Et je veux le faire, bien sûr, avec des valeurs, je vous l'ai dit, de respect, de tolérance, de fraternité. Des hommes et des femmes de conviction disposés à l'accompagner. La logistique en cours de déploiement. Konan Kouadio Siméon s'apprête donc à aller à la rencontre des électeurs dans les tout prochains jours. Le candidat indépendant Nyambo Kakou continue sa campagne dans le sud Comoé. Ce matin, il était à Kringabo avant de mettre le cap cet après-midi à Noé pour présenter à la population son programme de société. Ami Sissoko. Après les étapes de Tueboué et de Moua hier dans le sud Komoué, le candidat indépendant Nyambo Kakou pour sa deuxième journée de campagne continue de conquérir les voix du peuple du sud Komoué. Ce matin, il a mis le cap sur Kringabo. Au cours de son meeting, Nyambo Kakou se dit engagé à garantir à chacun sa place dans un projet politique d'avenir. Avec ce père de 5 enfants, l'emploi des jeunes a une place de choix dans son programme. Il a aussi prôné l'union, la démocratie et la paix. Il promet également la libération de Laurent Gbagbo s'il est élu. Il invite donc le peuple sans lui à voter massivement pour lui. J'ai demandé au peuple sans vie de se mobiliser à 100%. Cette année, la Côte d'Ivoire doit prendre son essor. Cette année, la Côte d'Ivoire doit écrire sa nouvelle page. La page de l'emploi, la page des institutions durables. Et cette année, la Côte d'Ivoire doit
disons, créer le Made in Côte d'Ivoire. Message bien perçu par les populations, notamment les jeunes. Les jeunes ont sensibilisé l'Assemblée à la manière de voter. Après Krengiabo, Nyango Kakou s'est ensuite rendu cet après-midi à Noé, ville frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Dans cette localité, cet économiste a accentué son message sur la prise en charge des femmes enceintes et de leurs enfants pendant 6 ans. Quand je serai élu, les femmes enceintes seront prises en charge jusqu'à ce qu'elles accouchent. Quand elles auront accouché, ces femmes enceintes auront la prise en charge de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait 6 ans. Prochaine étape du candidat indépendant Nyango Kakou, à Diaké ce samedi soir et Abidjan demain dimanche dans les communes de Cocody et de Trècheville. Charles Konan Banny a choisi la région du Léboutou pour le lancement de sa campagne électorale. Aujourd'hui, il a invité les Ivoiriens à faire le bon choix, nous explique Alexis Ouedraogo. Charles Konan Banny, candidat à la présidentielle 2015, a officiellement lancé ce samedi à Dabou sa campagne. Face aux populations, il a dit sa vision d'une Côte d'Ivoire forte et unie. Rassembler tous les Ivoiriens, à commencer par tous ceux qui participent à la vie politique à travers les partis politiques. Ma démarche permanente, c'est la recherche obstinée du consensus, par le dialogue. Un pacte de confiance renouvelé dans une Côte d'Ivoire rassemblée, c'est le mot d'ordre de Charles Konan Banny qui a exprimé sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Je suis candidat pour que la Côte d'Ivoire redevienne cette terre d'espérance. Pour cela, que ceux qui pensent que cette candidature n'a pas été réfléchie, pensez longtemps et qu'ils se calment. Le candidat à la présidentielle 2015 a lancé un appel à la jeunesse, un appel à l'espoir. Enfants de Côte d'Ivoire, c'est possible. L'avenir est à toi. Ne te décourage pas. Le candidat Charles Konan Banny fait 5 propositions pour son début de mandat s'il est élu. Organiser une grande conférence pour la réconciliation nationale, rendre effectif le transfert de la capitale politique à Yamoussoukro, prendre des dispositions pour obtenir la réduction significative des prix des denrées de grande consommation, mettre fin au système de péage pour la traversée du 3e pont d'Abidjan et prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Après Yamoussoukro et Dimokro hier, le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, est allé à la rencontre des électeurs aujourd'hui à Bokanda, dans le Nzi, et Bongwanou, dans la région du Moronou. Voyons cela avec notre reporter Ricardo Zama. Alassane Ouattara en course pour le palais présidentiel, saison 2, 3e épisode. La scène se déroule ce samedi à Bokanda et Bongwanou entre 11 et 17 heures. Comme ce zéphyr qui annonce le printemps, le président Henri Konan Bédié précède Alassane Ouattara à Bokanda. Il est 11 heures tapantes. 5 minutes plus tard, Alassane Ouattara est accueilli à son tour par les populations d'Unzi. Cérémonie de libation, discours d'accueil, le programme cérémoniel est bien tenu et Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, peut rappeler aux populations d'Unzi le travail babylonien abattu en seulement 4 années de pouvoir, des acquis qu'il entend densifier pour une Côte d'Ivoire durablement rayonnante et des populations de plus en plus épanouies. Je rêve d'un Ivoirien nouveau. Oui, un Ivoirien nouveau qui fait de la diversité de notre peuple une richesse et non pas une tentative de diviser les Ivoiriens. Un Ivoirien nouveau qui fera en sorte que nous soyons toujours tous ensemble pour faire émerger la Côte d'Ivoire. Et ceci permettra de construire une nouvelle jeunesse, une jeunesse de confiance, une jeunesse au travail, une jeunesse qui permettra de prendre la relève avec confiance. Je vous demande donc d'aller
porter ce message important. L'étape de Bongwanou a été une simple démonstration de mobilisation. Ici non plus, le message du candidat Alassane Ouattara n'a guère varié. Il a encore rêvé d'un Ivoirien nouveau. Prochain épisode, Abidjan. Acteurs principaux, les handicapés et les ONG, ainsi que les jeunes entrepreneurs. Demain dimanche 11 octobre, les Guinéens vont se rendre dans les urnes pour voter le président. La campagne électorale est achevée. À quelques heures donc de ce scrutin, quelle est l'ambiance à Conakry, la capitale, qui a connu, vous le savez, des violences hier? Nous avons justement en ligne notre envoyé spécial en Guinée, Christelle Menant. Bonsoir Christelle. Bonsoir Marie-Laure. Alors, la campagne électorale a été émaillée de violences hier à Conakry. Peux-tu nous faire le point de ces derniers incidents? Bien sûr, des boutiques pillées et incendiées, des véhicules calcinés. C'est ce qui nous a été donné, Marie-Laure, de constater hier vendredi sur les axes principaux de la capitale, au niveau des quartiers de Dixine et Madina. On attribue ici ces dommages aux militants de l'UFDG, parti d'opposition de Cellou Dalein Diallo, lors de sa tenue de son dernier meeting jeudi. Alors, matin, en réponse à ces dommages, les militants du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, ont occupé les grandes voies, empêchant ainsi les quelques véhicules sortis de circuler. Ils ont aussi essayé d'atteindre les lieux dits de l'UFDG, notamment le domicile de Cellou Dalein Diallo, mais ils ont été repoussés par les forces de police et de gendarmerie déployées sur de nombreux sites ou patrouillant dans la capitale guinéenne. Les populations sont pour la plupart restées chez elles. Les violences de Conakry ont officiellement fait 1 mort et 20 blessés, plus, selon d'autres sources, un bilan qui s'ajoute à celui des récents affrontements dans les préfectures de Koundara, Mamou et Nzérékoré. Alors, la campagne électorale guinéenne qui avait timidement démarré s'achève avec des violences et un durcissement du discours politique. Alors Christelle, quelles sont les revendications de l'opposition? L'opposition ici dénonce des anomalies dans le fichier électoral. On parle de doublons et d'inscriptions de personnes mineures sur les listes électorales. Elle se plaint aussi de la non-distribution des cartes électorales des votants de certains groupes ethniques. Le candidat Cellou Dalein Diallo a par ailleurs allié à Moussa Dadis Camara, réclame la mise en place par la communauté internationale d'une équipe en lieu et place de la CENI, c'est la Commission électorale guinéenne. Cette équipe devra reprendre la révision des listes électorales et organiser les élections. Élections dont l'opposition demande le report. La requête a été rejetée par la CENI, puis par la Cour constitutionnelle ce 9 octobre pour vice de forme. Des revendications, Marie-Laure, qui interviennent malgré la signature par tous d'un accord politique le 20 août dernier. Signalons pour terminer que 4 commissaires de la CENI se sont il y a peu désolidarisés du processus électoral. Donc demain, le scrutin en tout cas aura lieu. Quelle est l'ambiance ce soir à Conakry, Christelle? Alors, Marie-Laure, ce samedi a été calme. Les magasins des axes principaux sont restés fermés. Les forces de l'ordre patrouillent et restent positionnées dans les lieux sensibles. Dans certains quartiers de la ville, les activités ont même repris. Par contre, comme vous l'avez dit, fini les animations car la campagne électorale est close depuis vendredi minuit. De nombreux dirigeants, dont le Premier ministre, ont appelé au calme du côté du RPG Arc-en-Ciel. Le dernier meeting prévu ce vendredi a été annulé. Le directeur de campagne du parti, sur une radio locale, déclarait hier, je cite, « Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est pour garder la paix à 2 jours de l'élection ». Le candidat Sidia Touré de l'UFR a lui aussi lancé un appel à la paix en demandant, je cite encore, que les lignes de fracture politique ne rejoignent pas les lignes de fracture communautaires. Cellou Dalein Diallo, enfin, a quant à lui appelé tous ceux qui seraient attaqués à se défendre. Il a déclaré qu'il ne se soumettrait pas aux résultats proclamés par la CENI si ceux-ci ne respectent pas la volonté du peuple. Alors, Christelle, quand vous voyez tout cela, vers quoi se dirige-t-on? Pour terminer rapidement, risque de violence post-électorale en Guinée? C'est plutôt calme aujourd'hui. On attend tous de voir ce que ça va donner demain. Merci beaucoup, Christelle. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Place maintenant à la page culture de ce samedi 10 octobre. Ce
Ce troisième ouvrage d'Alain Tailly, John Zigueyi, relate la vie d'un petit caïd du ghetto qui s'est forgé pour survivre dans un milieu rude, mais face aux difficultés de la vie, s'en sortira-t-il? Notre invité est avec nous. Il plaide en tout cas à travers ce roman pour une prise en charge de notre jeunesse. Bonsoir, monsieur Absolument. Alain Tailly. Bonsoir, Marie-Laure Ngoran. C'est un véritable plaisir pour moi d'être sur votre plateau ce soir. John Zigueyi, c'est votre troisième ouvrage, Tout à fait. mais votre premier roman. Alors, poète que vous êtes, je me suis interrogée, est-ce une reconversion? Non, non, pas du tout. C'est une nouvelle corde à mon arc. Vous savez qu'écrire, c'est explorer à chaque fois de nouveaux domaines. Après la chronique avec la comédie du développement, les récits de vie avec le rêve du charpentier, Alain Tailly explore donc le genre romanesque, un genre qu'il a appris à l'université, mais auquel il s'exerce maintenant à travers John Zigueyi. Et on sent toujours le poète à travers les lignes de John Zigueyi. Alors, pourquoi John Zigueyi? C'est un... John Zigueyi. John Zigueyi. Ça fait trembler un peu. Oui, le premier titre, c'était Les 400 coups. C'était Les 400 coups, mais avec mon éditeur, nous avons trouvé que John Zigueyi est un titre beaucoup plus percutant et qu'il résumait en somme toute la matière de ce texte, à savoir le parcours, l'histoire rocambolesque d'un jeune urbain d'Adjamé à travers 1001 péripéties. Eh bien, nous voyons en toile de fond un panorama de la société ivoirienne des années 60 à l'orée des années 2000. C'est un miroir pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les plus âgés, pour nous permettre de comprendre comment la Côte d'Ivoire a évolué de 60 jusqu'à aujourd'hui. Et on va regarder John Zigueyi avec un autre reporter et puis poursuivre l'entretien. Très bien. Parade de masques, défilé de jongleurs et prestations de danseurs, tous issus du terroir Nyambois. Bienvenue dans le village de Liabo, localité située dans la sous-préfecture de Gribeu, département de Zoukoubeu, au cœur de la tribu Flébo. Liabo a été choisi pour abriter le premier grand rendez-vous de la valorisation de la culture du peuple Nyambois. Rendez-vous à valeur de festival sur l'appellation Boboiseau Festival. Pour la première édition de ce festival, né de la volonté de la jeunesse de la tribu Flébo, autorités coutumières, autorités administratives, élus, chefs de communauté et cadres du département de Zoukoubeu ont montré un réel intérêt. À travers le Boboiseau Festival, le peuple nyambois fait découvrir toutes les dimensions de sa riche culture. À la jeunesse de Liabo, j'adresse mes félicitations pour cette prometteuse initiative. Je vous exhorte donc à demeurer dans cette dynamique. La direction régionale du tourisme du Haut-Sassandra souhaite que le Boboiseau Festival soit la contribution du peuple nyambois à l'émergence du tourisme dans cette région riche de sa diversité culturelle. Le sous-préfet de Gribeu, Koné Kwaku Germain, représentant le préfet de Zoukoubeu, a félicité les jeunes de Liabo pour leur initiative. Zoukoubeu, pour rappel, est la région d'origine de la célèbre danse panthère, danse qui constitue l'une des attractions touristiques dans la région du Haut-Sassandra. Première édition du Boboiseau Festival, c'est un festival qui vient de naître à Daloa. On va parler tout à l'heure de John Zigueyi, mais un mot là-dessus, sur ce festival qui vient de naître. Oui, la danse panthère qui est une danse très importante, c'est une sortie de génération aussi. Les jeunes sont formés dans le bois sacré par des maîtres, ils sont initiés et puis après ils sortent donc pour proposer donc cette danse. C'est une danse gymnique qui s'exécute sans intervention d'instruments de musique. Donc c'est une danse qui est exécutée à partir des corps, et on du voit corps comment humain. L'art est riche. L'art est très riche, vous avez dû le voir par les maquillages artistiques, les costumes qui sont chatoyants. Et donc c'est une caractéristique de la danse panthère qu'on appelle bi en langue nyambois. John Zigueyi, c'était un caïd du ghetto. Oui, tout à fait. On sait que l'art est important, on va en parler tout à l'heure. Comment l'art peut permettre à un jeune qu'on pense perdu, peut être réintégré dans la société. Alors, John Zigueyi,
on a parlé des 400 coups, hein, c'était votre inspiration au départ. Ensuite, vous parlez de John Zigueyi. Alors, vous développez plusieurs thèmes, notamment les injustices envers les veuves et les orphelins. Et John Zigueyi était un orphelin. Tout à fait, qui a perdu... C'est ce qui a justifié cette situation qu'il a vécue? Oui, disons que les choses qui nous arrivent nous conditionnent et nous amènent à faire des choix. Et donc, John Zigueyi perd son père à 19 ans. Sa mère sombre dans la folie. Et alors qu'il attend le secours de ses parents les plus proches, ceux-ci, avec une férocité rare, dépouillent les pauvres orphelins. Ils dépouillent toute la maison, ils prennent les biens, ils les dépossèdent du peu d'argent qu'ils ont pu recueillir pendant les obsèques. Et voilà donc John qui se retrouve chef de famille à 19 ans, sans rien, malgré à la tête d'une famille de 7 enfants. Nous allons suivre le résumé avec notre reporter et on espère que cette fois-ci sera la bonne. John Zigueyi, c'est l'histoire d'un jeune homme issu des milieux défavorisés à Bigané. Après une enfance et une adolescence difficiles, John Zigueyi doit s'inventer un avenir pour changer son sort. Deux choix s'offrent à lui, la patience ou le gain facile. L'œuvre d'Alain Taï, John Zigueyi, est une invite à sortir de sa léthargie, à prendre son destin en main pour en être totalement maître. Aussi exhorte-t-il le lecteur à résister à la tentation et aux vices de la société, car pour lui, il y a un temps pour tout. À travers ce livre, Alain Taï entend inculquer la persévérance et le goût du travail. D'autres thèmes, tels l'éducation, l'injustice et la vengeance, sont aussi abordés par l'auteur. Du coup dur au coup de feu, ce sont 28 chapitres en 244 pages pour amener la jeunesse à sortir des ghettos. Docteur ès lettres, Alain Taï est également ingénieur culturel, dramaturge et poète. Il est l'actuel directeur du Centre national des arts et de la culture. Et c'était un commentaire de Serge Coléa. Alors Alain Taï, John Zigueyi, il s'est retrouvé dans le ghetto. À qui la faute, selon vous? D'abord à la famille, puisqu'il y a pratiquement eu une démission de la part des parents du jeune Zigueyi. Ensuite, il y a la société, parce que la société ne s'est pas organisée pour récupérer ce garçon qui avait, somme toute, quelques compétences et talents. Et donc, naturellement, John Zigueyi s'est retrouvé dans la rue, et donc il a été formé par l'école de la rue, qui forme à la dure, si je puis me permettre cette expression. Et donc, ce jeune homme pratiquement flegmatique, insignifiant, même timide, est devenu une force de la nature, parce qu'il s'est forgé des muscles, il s'est forgé un mental. Il s'est dit, la société ne me fait aucun cadeau, et bien moi aussi, ça sera coup pour coup. Et cette jeunesse-là, à travers John Zigueyi, c'est toute la jeunesse ivoirienne que vous visez? Oui, disons que j'ai pris un représentant de cette jeunesse plurielle, puisqu'il y a la jeunesse... Vous pensez que cette jeunesse-là est en danger? Je pense que la jeunesse est en crise, elle est en crise profonde, parce que c'est une jeunesse qui, malheureusement, qu'on n'a pas regardé grandir, qu'on n'a pas pris suffisamment le temps d'écouter et de comprendre. C'est une jeunesse qui a des rêves, qui a des aspirations, qui a des talents, qui a envie de faire des choses. Et il suffit maintenant que l'État, la famille, la société créent des conditions pour que le génie des jeunes Ivoiriens explose, pour qu'ils puissent s'exprimer, parce que les jeunes ont des solutions. Ils ont des solutions pour notre société. Ils ont des capacités pour transformer un certain nombre de choses dans la société ivoirienne. Et donc, les jeunes sont la force pour demain. Et nous devons pouvoir les aider, les encadrer et les accompagner. Très rapidement, alors, l'une des pistes que vous proposez, c'est l'art. Tout à fait, tout à fait. L'art, parce que nous savons que l'art a un pouvoir de transformation. Nous qui avons vécu l'expérience au Woya à Divo, absolument. Nous qui avons vécu l'expérience Woya à Divo, nous avons été contaminés positivement par l'art et nous avons été amenés à faire le choix de la culture qui nous a aidés à nous équilibrer et donc à notre image, des jeunes gens qui étaient des jeunes du ghetto, des jeunes durs du ghetto comme Bonnie et Power de RAS sont aujourd'hui des messieurs tout à fait respectables, mais par le canal de l'art. Je parle aussi de Tangara Speed Goda, je parle de Pape Niepo, je parle de Julien Boileau. Tout cela, c'était des durs. Mais aujourd'hui, par la vertu transformatrice et purificatrice de l'art, eh bien,
ils sont aujourd'hui des citoyens qui œuvrent à divers postes, en tout cas en tant qu'artistes, qui œuvrent donc pour l'épanouissement des populations et pour l'évolution de la société ivoirienne. Merci beaucoup, M. Alain Taï. Merci moi. En tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Ça a été un véritable plaisir pour moi d'être là. Le Tchad, visé par 3 explosions ce samedi. L'attaque a eu lieu dans la ville de Bagassola, près de la frontière avec le Nigeria. Le bilan fait état de 37 morts. Ces explosions meurtrières sont attribuées au groupe islamiste Boko Haram. Et la marche pour la paix tourne au drame en Turquie. Une double explosion a frappé Ankara, la capitale, ce matin. 97 personnes ont péri. Plus de 180 autres ont été blessées. Le président Erdogan a décrété 3 jours de deuil national. Il a dénoncé une attaque haineuse contre l'unité et la paix de la Turquie et promis une réponse plus forte contre ses auteurs. Cette attaque n'a pas encore été revendiquée. Nous allons maintenant reparler de ce communiqué de la HACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle informe que dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne pour l'élection du président de la République du 25 octobre 2015, aucun prêt à diffuser des candidats. Bani Konan Charles, Mamadou Koulibaly, Kwadio Konan Bertin, Kwangwa Jacqueline Claire, Nyangbo Kakou ne lui est parvenu ce jour pour diffusion par la RTI. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle rappelle que l'espace consacré à la diffusion de ces PAD reste ouvert conformément à la programmation transmise aux candidats et publiée par voie de presse. Merci à vous tous de votre aimable attention.